Bienvenue à ce rendez-vous mensuel partenaire sur le pouce qui aujourd'hui est consacré à l'équipe mobile de réadaptation et de réinsertion Nord Seine-et-Marne. On a le plaisir pour cette présentation d'accueillir le docteur Deda Herbenova et Madame Gégous qui vont se présenter juste après. Moi, je suis Solène Thiebaud, je suis chef de projet au sein du DAC 77 Nord. Voilà. Et puis, l'objectif un peu de ces rencontres mensuelles, pour ceux qui viennent déjà, est d'un petit peu vous faire connaître les ressources qui peuvent exister sur le territoire, voilà, en fonction des besoins de vos patients, de vos usagers, et de pouvoir justement échanger avec ces professionnels sur comment mobiliser davantage ces ressources. Alors, sur le niveau organisation, donc on va avoir d'abord notre temps de présentation. Donc, je me répète encore, mais je vous invite à couper vos micros. Puis, si vous ne le faites pas, moi, je me permets de le faire. Vous aurez juste à les réactiver au moment où vous souhaiterez parler, soit directement, si vous êtes sur le web, dans le petit filet en bas sur Zoom. Et si vous êtes avec votre téléphone portable, vous regardez dans vos fonctionnalités, vous avez juste à cliquer, vous verrez un petit haut-parleur que vous pourrez réactiver. Et pour ceux qui sont sur le web, vous pourrez également poser vos questions via le chat. N'hésitez pas, si c'est au fil de la présentation, de les poser dans le chat. On les répondra tout à la fin. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et là, vous voyez, je ne sais pas, sur le côté. Bonjour. Voilà, Madame Serrano, qui est notre secrétaire et qui vous envoie les invitations, vous envoie les liens. Comme ça, vous avez vu un petit visage sur un nom. Et c'est toujours agréable. Pour information, donc le webinaire est enregistré. Vous avez dû avoir le petit message quand vous êtes connecté sur Zoom pour pouvoir être transmis sur notre chaîne YouTube pour les personnes qui n'auraient pas pu se connecter ou qui souhaiteraient revoir quelques informations. Et je laisse la parole à nos intervenants. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis docteur Deda Herbenova. Je suis un des médecins MPR qui interviennent au niveau de l'équipe mobile de réadaptation et de réinsertion de Nord Seine-et-Marne. Et nous sommes très heureux pour cette invitation. Et je suis accompagnée d'une collègue ergothérapeute qui est sur une autre antenne. On va vous expliquer notre fonctionnement. En tout cas, on représente aussi nos collègues parce qu'on est une équipe qui est composée de 4 antennes qui sont attachées à des services de MPR dans les centres de rééducation. Donc, moi, j'interviens au niveau de Neufmoutier-en-Brie, qui est la clinique de la Fondation Santé des étudiants de France. Et notre clinique assure l'antenne pédiatrique. Donc, on est de 6 à 35 ans et on essaye d'un peu aider nos collègues, même vers les 40 ans, pour des interventions dans le champ des pathologies qu'on puisse accueillir. Et puis, nos 3 autres antennes sont situées à Helena Santé, à Orgemont, donc c'est à Meaux, un service de MPR. Et puis, il y a le parc ProBTP à Ponto Combo, et puis le centre de réadaptation UGCAM de Coubert. Donc, ça peut-être parle aux certains, mais en tout cas, on est 4 antennes qui se coordonnent sur le territoire de Nord Seine-et-Marne avec un découpage. Donc, ça, c'est pour une petite introduction. Et je laisse la parole à ma collègue ergothérapeute pour vous parler un peu de l'historique de création de ces équipes mobiles. Voilà, merci. Je m'appelle Gaëlle Gégous, je suis donc ergothérapeute pour le centre de réadaptation de Coubert et je suis une des ergothérapeutes participant à cette équipe mobile Nord 77. J'ai une journée par semaine qui est consacrée aux interventions pour l'équipe mobile Nord 77. Il se trouve qu'il y a quelques années, je travaillais dans le 92 et que j'ai pu participer à la création, l'apparition des premières équipes mobiles de réinsertion-réadaptation. Et c'est pourquoi je me permets de faire un tout petit rappel d'où elles viennent, ces équipes mobiles. En fait, elles sont issues pour la plupart des premières équipes du plan AVC 2010-2014. Il restait un petit peu d'argent à la fin de ce plan 2010-2014 et les professionnels de la filière AVC de l'ARS Île-de-France se sont dit, bon, avec cet argent qui nous reste, quelles sont les problématiques sur lesquelles il faudrait qu'on travaille ?
Et ils ont identifié 2 problématiques majeures donc, concernant les patients post-AVC, accident vasculaire cérébral. La première problématique, c'était les patients perdus de vue, c'est-à-dire que plusieurs mois, plusieurs années après la lésion cérébrale, ces personnes parfois se dégradent ou alors leurs conditions de vie changent parce qu'elles ont déménagé, parce que le proche aidant n'est plus aussi vaillant qu'il était au moment du retour à domicile. Bref, leurs besoins changent. Et à ce moment-là, les patients ne savent plus à qui s'adresser. Ils n'ont plus de suivi MPR ou parfois plus de suivi neurologique et ils ne savent pas à qui s'adresser par rapport à ces nouveaux besoins. Le deuxième problème qui a été identifié par la filière AVC, c'était le gap très important entre ce qui était préconisé au moment de la sortie de la rééducation et ce qui était réellement mis en œuvre à domicile. Et le constat a été fait que parfois, malgré les préconisations d'aménagement, les demandes de financement auprès de la MDPH, les patients n'avaient pas eu les moyens de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre ce qui leur avait été accordé comme aide. Et donc, les professionnels de cette filière AVC ont identifié certains patients qui présentaient des critères de vulnérabilité, alors notamment les troubles cognitifs. L'isolement social également était identifié comme un critère de vulnérabilité. Et puis plus globalement, lorsque les équipes pensent que le patient va avoir du mal à faire valoir ses droits ou à ouvrir ses droits lorsqu'il sera rentré à la maison, l'équipe mobile pouvait être sollicitée dans ce cadre-là. Ils ont pensé que des équipes mobiles envoyées à domicile, soit dans les mois qui suivent le retour à domicile, ou une équipe mobile qui pouvait aller voir le patient très à distance de son retour à domicile, ça pouvait être utile pour sécuriser le retour à domicile et ou le maintien à domicile, rester vivre chez soi en sécurité, et puis de façon confortable à la fois pour le patient et aussi pour ses aidants. Voilà, je ne sais pas si jusque-là c'est clair. Donc, il se trouve que très rapidement, dans les premières années, là, après 2014, nous avons été sollicités, les équipes mobiles, donc au départ plutôt orientées AVC, ont été sollicitées sur d'autres pathologies plutôt neurologiques, les scléroses en plaques, les patients parkinsoniens, les scléroses latérales amyotrophiques, parfois de l'orthopédie, mais lorsqu'elle était compliquée, d'autres pathologies, peut-être une obésité, voilà, quand il y avait une complexité particulière. Donc, ça a conduit l'ARS Île-de-France déjà à élargir les missions des équipes mobiles, donc qui n'étaient plus dédiées uniquement au post-AVC, mais à d'autres pathologies, et aussi à élargir le territoire d'intervention des équipes mobiles en Île-de-France. Et c'est pourquoi, au départ, il y a eu 8 équipes mobiles qui étaient adossées à des centres de rééducation neurologique. Et puis, petit à petit, on s'est étendu. Je ne vais pas tous vous les nommer, mais au départ, il y avait la Pitié-Salpêtrière, Garches, Bobigny. Et puis, progressivement, je crois qu'on est aux alentours de 17 équipes mobiles maintenant en Île-de-France. L'idée étant de couvrir au maximum tout le territoire. Voilà, donc les objectifs de départ, c'est favoriser un retour à domicile et un rester vivre chez soi dans des conditions de sécurité, de confort correctes, acceptables. Et les moyens qui ont été alloués aux équipes mobiles, c'est plusieurs professionnels, mais principalement un médecin MPR, une assistante sociale et une ergothérapeute. Je dis une, mais ça peut être un, bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'envoyer les compétences d'une assistante sociale et d'une ergothérapeute au plus près du patient dans son environnement de vie, de pouvoir rencontrer ses aidants familiaux, ses aidants professionnels éventuellement, et sous l'égide d'un médecin MPR. Alors, je ne sais pas si du coup j'ai lancé la présentation. C'est parfait. Pour un peu compléter. Voilà, vous allez pouvoir apporter des précisions sur le fonctionnement de notre équipe mobile Nord-Seine-et-Marne. Alors, avant de parler des effectifs, les équipes mobiles sont coordonnées. Du coup, il y a une coordination sur l'Île-de-France et on participe à des réunions mensuelles et puis une réunion annuelle à l'ARS. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des rapports d'activité, il y a des échanges réguliers entre les intervenants et on n'est pas tous confrontés aux mêmes difficultés. Et on est une des équipes mobiles, on est 2 équipes mobiles qui sont multisites. C'est-à-dire qu'il y a la coordination qui se rajoute en plus.
Parce que c'est pas la même chose quand on est à la Pitié-Salpêtrière, on prend le métro pour aller voir le patient et on a un temps médical, un temps ergo, un temps social. Donc, nous, effectivement, comme vous voyez sur la présentation, on mutualise les équipes et du coup, on a un temps commun. C'est la secrétaire coordinatrice qui a mi-temps, une assistante sociale à 0,4 et puis pendant chaque antenne, on a, ah bah, ça va trop vite, je vais peut-être arrêter là. On va faire comme ça. Et du coup, il y a des temps de médecin MPR, d'ergothérapeute, de secrétaire médical par antenne. Donc, tous ces petits temps sont dispatchés, mais sont coordonnés à Ponto Combo, c'est le siège de notre équipe mobile, d'où il y a la secrétaire coordinatrice et la centre sociale. Donc, ça demande des réunions régulières et puis des échanges réguliers et ça fonctionne très bien. On a lancé l'activité en 2017 et c'est vrai que c'est des moments d'échange très enrichissants et on est très complémentaires. Donc, du coup, pour le public concerné, là, vous voyez le découpage sur les cantons. Il y en a qui sont plus grands, plus petits. On essaye d'intervenir aussi s'il y a une antenne qui est chargée par les demandes pour essayer de dispatcher parce qu'on a quand même un nombre de dossiers par an qu'il faut réaliser. Mais avec la situation de la crise sanitaire, on était aussi mis à mal dans l'activité. Mais il y a ce découpage qui permet de voir que tout le secteur de Nord-Seine-et-Marne est couvert. Et il y a nos collègues de Sud-Seine-et-Marne. Donc, il y a une équipe mobile de Sud-Seine-et-Marne qui est basée, donc pour les adultes, c'est la clinique Trois Soleils. Et pour la pédiatrie, c'est la Fondation Poidatz. Donc, eux, ils ont des moyens en fonctionnement différents parce qu'ils ont vraiment une antenne pédiatrique et l'antenne adulte et avec des professionnels dédiés. Donc, nous, c'est des petits bouts de temps en plus et un fonctionnement différent. Mais le grand département de Seine-et-Marne est couvert par les deux équipes mobiles. Il y a une équipe mobile à Provins. On n'arrive pas trop à rentrer en contact avec eux. Pareil, au niveau de l'ARS, ils ne sont pas très présents. On tâte, effectivement, on tente d'avoir un contact avec eux, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment isolés et c'est pas notre secteur, donc on n'intervient pas là-bas. Donc, on accueille à partir de toute demande à partir de l'âge de 6 ans. Donc, ça, c'est par rapport à notre agrément en pédiatrie à Neufmoutier. Et puis, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, on est surtout sur une moyenne d'âge plutôt élevée, donc plus sur les adultes. Les enfants ayant souvent un suivi bien coordonné, mais il y a la transition enfant-adulte où le suivi se perd, les références. Et c'est aussi notre travail à Neufmoutier où on récupère plein de situations et chaque antenne essaye bien sûr d'évaluer, de donner expertise, d'orienter, mais aussi, selon les situations plus ou moins complexes, de pouvoir, par exemple, convoquer le patient en hôpital de jour ou essayer de faire des petits séjours pour essayer de régler la problématique. Donc, pour la pédiatrie, beaucoup de transition enfant-adulte. Du coup, situation de handicap provisoire, ça peut être une situation orthopédique qui est incompatible avec un retour à domicile sans aide technique et qui a besoin d'un avis ou permanente. On n'intervient pas sur les situations psychiatriques pures. Ça aussi, le réseau des équipes mobiles de psychiatrie est complètement différent. Et nous, ça peut être des troubles cognitifs et comportementaux, mais liés à un handicap moteur physique présent. Ce n'est pas l'indication psychiatrique pure qui est retenue. Donc, on n'a pas les capacités, on n'a pas le psychiatre présent dans l'équipe. Et puis, la domiciliation en Nord-Seine-et-Marne. Est-ce que c'est possible de poser une question? Oui, oui. Donc là, je suis Irène Breslavtsev, je travaille donc au SAFA de Chelles. Et donc, sur la plaquette de présentation de l'équipe mobile, concernant le public, il est noté que c'est en situation de handicap. Donc, ça veut dire que c'est toute situation de handicap physique. Il n'y a pas de limitation dans les critères. Ce qui va nous limiter, c'est la partie psychiatrique. C'est-à-dire après, le handicap, ça dépend de la situation de cas clinique. Si on est sur des personnes malvoyantes, si on est sur un handicap sensoriel
Oui. spécifiques, là, après, on fera l'appel à des gens, on va orienter vers des gens plus compétents. Mais en tout cas, nous, comme on a expliqué, à l'origine, c'est des pathologies neurologiques, des pathologies Oui. orthopédiques, donc un handicap moteur, la perte d'autonomie, le besoin d'orientation, de conseils par rapport aux constitutions de dossier MDPH, des aides techniques pour le Oui. maintien en domicile. D'accord. Merci. De rien. Donc là, vous voyez en détail les missions de l'équipe mobile. Donc surtout, on se déplace au domicile, c'est-à-dire qu'on reçoit la demande. On va vous montrer, on va vous expliquer un petit peu un formulaire sur lequel il y a la demande qui arrive, qui est adressée à la secrétaire coordinatrice, qui, selon la domiciliation et l'âge, dispatche sur l'antenne concernée. Et du coup, il y a un premier contact téléphonique. Et puis après, on convient d'une visite à domicile. Donc ça, Gaëlle pourra vous expliquer en détail comment ça se passe en pratique. Et du coup, on surtout évalue les besoins de la personne dans son environnement. Il nous est arrivé aussi d'intervenir dans un établissement médico-social, mais ça devrait être en marge parce que les établissements médico-sociaux sont dotés quand même de temps d'ergothérapeutes ou de professionnels. On ne va pas pallier à un manque de professionnels c'est une réalité dans les structures médico-sociales. On a pu dépanner, nous en pédiatrie, on est allé pour des jeunes adultes dans un foyer sur Meaux. On a géré 3 situations, mais c'est vrai qu'on ne peut pas pallier à l'absence de professionnels qui est budgété par l'établissement. Donc, on aide à une élaboration de projets de vie, de soins, on aide aussi et conseille dans le choix des prestations. Et il y a une intervention d'assistance sociale qui est aussi très précieuse parce que selon la situation, on peut faire des visites à domicile concomitantes, le médecin MPR, l'ergothérapeute, l'assistante sociale, mais en majorité des cas, c'est l'ergothérapeute et l'assistante sociale. En tout cas, c'est beaucoup des ergots qui se déplacent et le médecin selon la nécessité. Donc, du coup, on a vraiment un champ d'action assez large et on découvre les situations diverses et variées selon la pathologie du patient et la situation, notamment des aidants. Voilà, donc qui peut faire la demande à l'équipe mobile? Ça peut être un professionnel de santé, soit il exerce en institution, en établissement, soit à domicile. Donc souvent, on peut avoir des médecins traitants, des ergothérapeutes, l'infirmière, ou bien c'est des travailleurs sociaux. Donc on a un formulaire, une fiche de renseignement qui est très basique, mais il y a l'essentiel, c'est-à-dire entre les données administratives pour identifier le patient, les coordonnées de médecins traitants qui sont très précieuses parce que du coup, c'est lui qui sert de relais si la personne n'est pas en institution, pour lui envoyer aussi le compte-rendu et les préconisations. Et puis, il y a les renseignements objectivant la demande. Il faut qu'on sache pourquoi on doit intervenir. Du coup, en 2021, on a fait 67 prises en charge. On a intervenu aussi à distance parce que des fois, ça peut se régler par téléphone. Mais la plupart des cas, ces interventions sur le lieu de vie. Et puis 3 demandes qu'on a considérées qui ne correspondaient pas à nos missions. Donc, ça peut être le profil psychiatrique, par exemple. Et puis, du coup, au niveau des demandeurs, peut-être que Gaëlle pourrait un peu expliquer la différence entre l'hospitalisation à domicile, parce que là, vous allez voir un 0, mais l'hospitalisation à domicile de réadaptation, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile conventionnelle qui emploie principalement des infirmiers, aides-soignants, mais qui ne propose pas de rééducation ou de réadaptation à domicile. Et puis, il y a l'hospitalisation à domicile de réadaptation, donc, qui est composée à la fois de soignants, tels que je viens de vous nommer, mais également d'une équipe pluridisciplinaire de rééducation-réadaptation avec des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des neuropsychologues, des psychomotriciens, des enseignants en activité physique adaptée, qui peuvent proposer du coup une prise en charge rééducative et réadaptative à domicile. Donc c'est très clairement très différent de ce que peut proposer une équipe mobile. Les HADR accompagnent au minimum pour 1 mois et parfois renouvelables jusqu'à 3 mois
les patients dans un projet éventuellement de réinduction, de réentraînement, de rééducation. Et ça n'est pas du tout les missions de l'équipe mobile. Voilà, c'est pour préciser que l'équipe mobile ne s'occupe pas de la rééducation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire croire aux demandeurs qu'on va s'occuper, on va faire sa kiné, sa rééducation. On va faire des préconisations, mais on va orienter, mais on ne va pas la réaliser. Donc, du coup, voilà, au niveau des âges, vous voyez on est beaucoup dans l'âge adulte, des seniors. C'est assez réparti, et puis la pédiatrie un tout petit peu. Et puis, déficiences neurologiques qui sont prédominantes dans les 2/3 des demandes. Dans les autres pathologies, ça peut être des maladies cancéreuses. Donc, voilà, avec une perte d'autonomie, des maladies rares, neurodégénératives. Voilà. Des préconisations. Donc là, vous voyez qu'on est beaucoup sur les aides techniques. Donc l'intervention d'ergothérapeute qui est très précieuse. Et puis, des démarches administratives aussi qui prennent du temps aussi, et aménagement du logement. Je ne sais pas si Gaëlle, tu veux… Effectivement, ce sont les choses pour lesquelles nous sommes le plus souvent sollicités et puis qui ont des petites chances d'aboutir. Peut-être l'orientation vers la ville, nous sommes parfois sollicités pour, ou nous préconisons une orientation vers de l'orthophonie libérale ou de la kinésithérapie libérale, mais vous connaissez tous les difficultés d'accès à ces professionnels libéraux. Donc malheureusement, on n'arrive pas toujours, malgré nos préconisations, à trouver les professionnels libéraux. Voilà. Après, il y a des limites de nos interventions, comme on a redit, c'est qu'on ne propose pas de rééducation. S'il faut, l'antenne peut se mobiliser, peut proposer, comme je vous ai dit, un petit séjour ou une évaluation d'hôpital de jour si on estime qu'il y a un bénéfice pour le patient. Il y a un suivi à 3 mois, donc ça veut dire ce n'est pas une intervention ponctuelle comme ça. À 3 mois, on rappelle, on fait un rappel et on demande, on évalue la situation, qu'est-ce qui le patient est devenu, est-ce que les préconisations ont été mises en place, et s'il faut refaire une nouvelle visite à domicile. Donc ça, c'est assez important. On fait peu de prescriptions de notre part, comme on ne suit pas le patient. On surtout sollicite le médecin traitant pour reprendre le relais. On est force de conseil. Et par contre, on peut, par exemple, s'il y avait des situations de prescription de fauteuils roulants électriques, des renouvellements, et ça, on oriente vers l'hôpital de jour de centres concernés où on a une activité de test, des essais de fauteuils roulants électriques. Donc ça, après, ça se décline sur l'activité MPR telle qu'elle est connue. Et puis, au niveau la MDPH, effectivement, on est en collaboration avec la MDPH, et l'idée, c'est que le travail de nos ergothérapeutes ne soit pas repris par les ergothérapeutes de la MDPH, parce que c'est un temps assez conséquent de faire des croquis, des plans, des devis, de rechercher, de faire des courriers. Donc, que la MDPH puisse reconnaître le travail de nos ergothérapeutes de l'équipe mobile. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien dans notre département, ce qui n'est pas forcément le cas des autres départements. Quand on a des échanges avec les autres équipes mobiles, voilà, chaque MDPH agit différemment, mais en tout cas, la nôtre, on travaille en toute confiance. Et puis, du coup, on a un numéro de secrétariat, on a une adresse email, et puis une secrétaire coordinatrice qui est du coup à son temps 05. Donc, du coup, il y a quand même possibilité de laisser des messages, laisser un email, et on répond à chaque demande. Chaque demande a une réponse soit positive, soit si c'est négatif, on explique pourquoi. On essaye quand même d'orienter la personne vers une structure plus adaptée s'il faut. Mais vous avez vu, il y a très peu de demandes qu'on n'accepte pas. Donc ça, c'est une petite introduction comme ça. L'idée, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions
Alors, certains se demandent comment se procurer le formulaire de demande d'intervention. Eh bien, vous pourriez écrire, par exemple, à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et notre secrétaire vous enverra le formulaire. J'en profite pour vous dire que plus nous recevons d'éléments accompagnant le formulaire, si le patient est d'accord, bien sûr, c'est très utile pour nous de pouvoir disposer soit d'un compte-rendu récent, si le patient a séjourné, récent ou non d'ailleurs, hein, si le patient a séjourné en rééducation à un moment donné de son parcours, même si ce n'est pas si récent que ça peut être très utile pour nous de connaître la situation. Et puis, en général, notre premier réflexe, c'est d'appeler le demandeur pour avoir un échange de vive voix, parce que parfois, c'est plus facile de recueillir des informations plus nombreuses par téléphone que sur cette petite fiche, ce petit formulaire de demande d'intervention. Et là aussi, nous contactons ensuite le patient, et s'il le veut bien, il nous arrive assez souvent de contacter les professionnels qui le connaissent. Parfois un service de soins à domicile qui rencontre des difficultés dans les activités réalisées chez cette personne. Donc, si le patient est d'accord, on aime bien recueillir en amont de la visite au domicile un maximum d'informations. Cela nous permet aussi parfois de préparer du matériel dont nous pensons qu'il pourrait s'avérer intéressant à tester au domicile du patient. Le formulaire aussi, pour ceux en tout cas qui sont présents, je vous l'enverrai si vous voulez par mail par la suite. Comme ça, vous l'aurez directement. Alors, on avait déjà peut-être quelques questions dans le chat, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose, Madame Gégousse. Je rajouterai les choses au fur et à mesure des questions. Très bien. Alors, on a une première question. Public en situation de handicap, cela veut dire uniquement les personnes reconnues MDPH ou dossier MDPH en cours ou perte d'autonomie avérée? C'est tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une condition d'avoir un dossier MDPH. Il y a des situations où aussi des patients n'ont pas de diagnostic posé, c'est-à-dire en cours d'exploration, mais il y a une perte d'autonomie. Donc, plus on a de renseignements médicaux, plus c'est facile d'intervenir rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition de dossier MDPH, il n'y a pas de condition de soins terminés. Si la personne est domicile, a une perte d'autonomie, a besoin de notre intervention, on peut être sollicité. Merci. Deuxième question. Pouvez-vous intervenir au domicile d'une personne initialement suivie en orthopédie à Valenton 94, mais ayant déménagé en Seine-et-Marne? Cette personne aurait besoin d'une adaptation de son nouveau logement, du coup, sur le département. Si c'est Nord Seine-et-Marne, aucun problème. Si c'est le Sud, ça sera nos collègues. Ok, merci. C'était pour le Nord Seine-et-Marne. Très bien, envoyez-nous la demande. Ça marche, merci beaucoup. Avez-vous des partenariats avec les professionnels en libéral? Vous pensez à quel type de professionnel? Je pensais par exemple à des kinés. On aimerait, mais non, nous n'avons pas de partenariat avec des kinés ou des orthos. Alors, par contre, il nous arrive de contacter quand la personne elle-même ne peut pas ou sa famille ne peut pas. Il nous arrive parfois de prendre, comme vous sans doute, la liste des pages jaunes et d'étudier s'il y a des professionnels de proximité qui pourraient soit venir à domicile, mais c'est actuellement impossible, ou aller au cabinet si le médecin traitant peut faire un bon de transport, par exemple. Parce que ce qu'on remarque notamment dans des évaluations à pas, c'est qu'on a parfois des personnes qui sortent un petit peu tôt de l'hôpital, voilà, pas tout à fait autonomes, qui sont pas orientés en SSR, et on leur dit juste faites une demande d'APA en urgence. Voilà, je force un peu le trait, mais on a parfois ces situations-là. Après, comme on est adossé, chaque antenne est adossée à un service de rééducation, on essaie aussi de répondre à des situations urgentes pour proposer de la rééducation. C'est-à-dire que si, selon la situation, on essaie aussi d'utiliser nos ressources propres de centre de rééducation.
qui assure l'antenne. Si c'est Ponto, Coubert, là, c'est pour les personnes plus âgées, donc c'est Ponto, Coubert ou Meaux. Et on essaie de proposer une solution, utiliser nos ressources, aussi nos contacts propres avec des cabinets, tout ça, mais il n'y a pas de partenariat comme ça. Mais on essaie toujours de trouver, aider la personne à trouver une solution. Merci. Alors, sur le chat, sur les questions au fil de l'eau, c'était les autres questions. Peut-être qu'après, il y en a d'autres qui veulent intervenir directement, prendre la parole. N'hésitez pas. En tout cas, s'il y a des partenaires qui souhaitent développer un partenariat avec nous, on se déplace. On peut aussi inviter les futurs partenaires à une de nos réunions de coordination. Du coup, on est ouvert à toute forme de partenariat. C'est vrai que depuis la crise sanitaire, on a beaucoup innové aussi par les téléconsultations, et les visios et tout ça. Donc, il y a aussi développement des choses comme ça à distance. Donc, nous, on est ouvert à toute forme de partenariat, de discussion, de rencontres. On peut se déplacer. On a fait aussi des présentations dans des SIAD, dans des résidences seniors. On s'est déplacé une fois à Chanteloup pour aussi faire une présentation. Moi, je suis allée aussi avec l'assistante sociale dans un camps de Coubray, c'est-à-dire que les jeunes qui sont pris en charge de 0 à 6 ans, après, il y a le suivi. Donc, quand ils sont au domicile, qui les suit à partir de 6 ans. Donc, il y avait aussi cette possibilité de dire, OK, qu'est-ce qui existe sur le territoire? Donc, s'il y a parmi les participants, s'il y a des partenaires potentiels ou qui souhaitent un peu plus connaître et rencontrer les membres de nos antennes, c'est aussi possible d'organiser. Bonjour, je suis docteur Koribi, médecin gériatre de l'hôpital de jour gériatrique. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai un petit souci de connexion. Je vous entends bien, allez-y. Oui, très bien. Ah, très bien, merci. Donc, Wassila Koribi, je suis médecin gériatre de l'hôpital de jour gériatrique. Donc, dont l'activité a démarré en janvier dernier sur le pôle santé Orgemont du groupe LNA Santé. Donc, c'était anciennement le SSR Orgemont qui faisait partie du GEF. Donc, voilà. Donc, vous parlez du partenariat, donc je serais vraiment intéressée pour développer en fait cette offre de soins pour les patients et notre programme. On vous entend plus, ça a coupé. Pour les maintenir au domicile. Alors, je pense qu'il faut s'adresser à Dr Laïchoubi, qui est le médecin chef de service de MPR à Orgemont. L'équipe mobile n'a pas vocation de substituer des visites à domicile quand les patients sont hospitalisés. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation pendant le séjour. Après, le relais, c'est-à-dire qu'il faudrait rencontrer Dr Laïchoubi pour un peu voir quels sont vos besoins déjà pour vos patients qui sont hospitalisés et puis après, une fois sortis. Parce que je sais qu'il assure aussi des consultations de suivi qui peuvent tout à fait rentrer dans le cadre de l'intervention d'équipe mobile, s'il y a une visite à domicile ou des communications à faire. En fait, ma question, c'était dans l'autre sens. Vous, quand vous assurez des visites à domicile pour certains patients, est-ce que ça vous arrive de poser, en fait, de se mettre en relation avec des hôpitaux de jour pour prendre le patient en charge pour une réadaptation ou une rééducation? Et dans ce cas, c'est votre médecin qui fait la demande ou comment? Est-ce qu'il y a une procédure qui est déjà établie dans ce sens-là? Alors, déjà, il faut qu'il y ait une demande première à l'équipe mobile, c'est-à-dire que quelle est la demande primaire. Ça ne peut pas être une demande de rééducation. Ça veut dire que si c'est une demande de séjour SSR, il va être adressé à un séjour SSR. C'est-à-dire que si on sollicite l'équipe mobile, c'est une intervention domicile. C'est-à-dire en quoi on peut évaluer, donner une orientation, une expertise. Dans chaque dossier aussi lu par un médecin MPR. C'est-à-dire qu'on évalue les besoins et on peut faire des préconisations. On peut aussi nous adresser la demande, c'est-à-dire on peut auto-adresser en interne la demande, mais il faut que la demande primaire soit quand même une intervention d'équipe mobile. On ne peut pas contourner, même si à la fin on essaie de trouver une solution,
et on peut auto-adresser ou adresser à un collègue, mais la demande primaire, il faudrait que ce soit une évaluation au domicile dans le cadre des aménagements ou des pertes d'autonomie et tout ça. Peut-être Gaëlle complétera, mais… D'accord. Ben non, c'est ça. En effet, en général, nous sommes sollicités pour une perte d'autonomie à domicile. Donc, l'assistante sociale et l'ergothérapeute ont pour mission d'évaluer les besoins à la fois en matière de soutien aux aidants, de renforcement des aides humaines, d'aménagement du domicile. Il m'en manque un, les aides techniques. J'en profite pour rappeler que les ergothérapeutes ne sont pas les spécialistes uniquement des aides techniques. En tout cas, les ergothérapeutes s'intéressent aux activités des gens. Et du coup, certes, on s'y connaît bien en aide technique, mais on est aussi capable d'évaluer les répercussions, par exemple, des troubles cognitifs et comportementaux dans les activités de la personne. C'était un petit mot à propos de l'ergothérapie. Et donc, en effet, il arrive qu'en réalisant nos bilans, lors de notre visite à domicile, l'ergothérapeute fait un bilan fonctionnel, c'est-à-dire qu'à la fois, on fait le point avec la personne, ses aidants, sur comment s'organise une journée habituelle, mais aussi on peut faire une évaluation rapide sur le plan cognitif, sur le plan physique, essayer d'identifier si la situation s'est très nettement dégradée. Parfois, c'est à cause d'un problème de santé intercurrent. Et dans ce cas, on va pouvoir faire notre rapport au médecin MPR, lui expliquer qu'en effet, depuis le Covid de la personne s'est franchement dégradée au niveau moteur, et du coup, ça pose des problèmes en termes de transfert, etc. Donc, il y a à la fois des besoins maintenant d'aide technique, mais on peut se poser la question de l'intérêt ce qu'on appelle un séjour de réinduction, c'est-à-dire un séjour peut-être en hôpital de jour ou en hospitalisation complète, le temps d'aider la personne à retrouver ses capacités fonctionnelles antérieures à ce problème intercurrent. Je ne sais pas si ce que je vous dis est clair. Oui, c'est très clair et je pense que nous, on peut répondre à vos demandes de réinsertion, comme vous l'avez appelé, en hôpital de jour. Réinduction. L'induction, pardon, j'ai dit réinsertion, oui, pardon. Donc, on peut éventuellement répondre à des demandes pour intégrer certains patients en hôpital de jour gériatrique. Très bien. Madame Lherbre, qui avait une question. Oui, j'ai une question. Je travaille dans une structure particulière. Je suis médecin responsable de lit d'accueil médicalisé pour donc des patients SDF. Donc, c'est leur domicile, ce n'est pas une hospitalisation. Et donc, ma question, c'est de savoir si vous intervenez donc en équipe mobile pour vos missions dans ce cadre-là. Oui. On intervient sur les lieux de vie. Donc, si le lieu de vie, c'est votre structure, si votre structure est un lieu de vie, nous pouvons. D'accord. OK. Merci. Et du coup, il y en a où en Nord-Seine-et-Marne? Il n'y en a qu'un par département et pas dans tous les départements, donc c'est à Meaux. D'accord. En face du SSR, voilà, sur le plateau, en haut, rue d'Orgemont. D'accord. Depuis 1 an, ça ne fait pas très longtemps. OK. Voilà. Mais je vais avoir besoin, je vais faire la procédure et puis on verra. Voilà. Merci. Une question dans le chat. Pour être certaine d'avoir compris, vous intervenez en aval d'une sortie d'hospitalisation, par exemple, ou d'un patient déjà à domicile, et vous intervenez principalement pour une évaluation et mise en place de matériel adapté à domicile pour les personnes en situation de handicap. Oui, vous avez bien compris. Alors, on peut aussi intervenir très à distance de toute hospitalisation en cas de perte d'autonomie à domicile. Alors, pour être un peu plus concrète, le plus souvent, nous faisons une visite unique au domicile. Il arrive toutefois, notamment lorsque nous recherchons des solutions matérielles, des aides techniques qui aideraient la personne, notamment pour faire la toilette ou accéder au WC, il nous arrive de revenir peut-être 2, peut-être 3 fois, mais jamais ou rarement plus que ça, pour proposer des essais de matériel à la maison.
Et en général, c'est apprécié par les patients parce que on n'a aucune dimension commerciale, contrairement à des revendeurs qui pourraient être sollicités par eux. Alors parfois, ils n'osent pas solliciter de revendeurs, de crainte d'être un peu coincés, si jamais, de se sentir obligés d'acquérir le matériel. Donc l'intérêt aussi que nous soyons adossés à des centres de rééducation, c'est que nous disposons de beaucoup de matériel et d'aides techniques variées, et ça nous permet de pouvoir aller essayer rapidement des choses au domicile et pour voir ce qui fonctionne ou pas, sans avoir aucune dimension commerciale. Donc si ça marche pas et on cherche d'autres solutions. Voilà. Donc parfois ça permet à certains patients qui n'osent pas contacter de revendeurs de pouvoir essayer du matériel. Je ne sais pas si ça répond un petit peu mieux à comment concrètement nous intervenons. Donc voilà, en général, on va rarement au-delà de 3 interventions. C'est très exceptionnel quand nous allons plus que 3 fois au domicile. Ça peut arriver dans le cadre d'accompagnement de personnes présentant des SLA, dont la pathologie évolue parfois très vite. Et du coup, nous sommes amenés à retourner régulièrement au domicile. Merci pour la réponse. Du coup, c'était ça aussi ma question, c'est-à-dire que vraiment, vous avez des interventions qui sont ponctuelles, mais pour les pathologies neuro qui sont un petit peu plus spécifiques, comme la SLA par exemple, vous êtes peut-être amené à pas avoir une prise en charge très longue, mais à revenir peut-être beaucoup plus souvent. Voilà, on peut être ressollicité à distance. Il nous arrive de réouvrir en quelque sorte des dossiers, mais en aucun cas on ne pourrait faire ce que propose un SAMSA par exemple, c'est-à-dire un accompagnement au long cours. On n'a pas vocation à accompagner au très long cours. Après, pour les SLA, il y a quand même des réseaux SLA, hein. Ils ont leur propre suivi. Donc ça, on ne veut pas empiéter sur le travail de nos collègues, hein. D'accord. Il nous est arrivé exceptionnellement d'intervenir parce que le réseau SLA n'est pas forcément très bien doté en ergothérapeutes. Enfin, je crois qu'il y a une ergothérapeute pour toute l'Île-de-France. Donc, c'est parfois, quand nous intervenons sur ces patients-là, nous intervenons en lien en général avec le réseau SLA. Merci pour la réponse. D'autres questions ou remarques, envie de partager peut-être sur des situations que vous avez rencontrées où vous dites que peut-être que vous auriez pu contacter l'équipe mobile? Non. Bah, écoutez. Juste un dernier petit mot, j'y pense. Je pense, si jamais il y avait des médecins dans l'assistance, je crois que certains médecins, notamment neurologues, peuvent parfois être confrontés à des patients qui leur disent ça ne va pas à la maison, et pour autant c'est compliqué pour eux de se rendre compte des difficultés concrètes à la maison. Certains neurologues participent aux consultations post-AVC également, et je pense qu'il est compliqué de mesurer la situation à domicile, ou en tout cas en simple consultation, c'est difficile de savoir ce qui se passe vraiment à la maison. Je pense que l'intervention de micro. Madame Gégous, on ne vous entend pas très bien au niveau du… Voilà. Il y a un souci de micro. Ouais. Ok. Et là, m'entendez-vous? Oui, là, c'est mieux. Oui, je suggérais également que si des médecins neurologues de consultation post-AVC étaient dans l'assistance, ou des neurologues de ville, parfois, j'imagine, certains patients leur disent ça ne va pas du tout à la maison pour telle et telle raison. L'équipe mobile peut être sollicitée par ces médecins pour permettre justement d'aller voir concrètement ce qui se passe à la maison. Je pense que parfois en consultation, on est peut-être un peu en difficulté pour se représenter la situation, l'environnement de vie réel, la situation des proches aidants. Donc je pense que l'équipe mobile peut peut-être être une piste. On a été aussi confronté à une situation pendant la crise sanitaire, les périodes de confinement, où c'était le pharmacien qui a repéré une dégradation de l'état de santé d'un patient, parce qu'au moment du renouvellement de l'ordonnance, il le voyait se dégrader par rapport à la mobilité, et il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, comme il n'y avait plus de suivi, plus de consultation, plus de pouvoir accéder à un avis, du coup, l'équipe mobile a été sollicitée pour se déplacer au domicile et voir qu'effectivement,
la crise Covid a fait que la personne s'est dégradée et qu'il n'y avait que le pharmacien qui était son relais au moment de renouvellement des médicaments. Moi, j'ai juste une question. Je suis Madame Boniface, je suis assistante sociale en hospitalisation à domicile. Je me permets d'intervenir, surtout concernant, par exemple, le matériel, toutes les aides techniques. Par exemple, si on vous sollicite, sachant que l'HAD a son propre prestataire pour, par exemple, les aides techniques, et qu'on vous sollicite, comment ça se passe à ce moment-là, puisque vous sollicitez directement des revendeurs médicaux? Je ne sais pas si ma question, elle est claire. Vous avez des prestataires type Orkin ou… Voilà, exactement. D'accord, très généraliste, on va dire. Voilà. Oui, alors là, je ne sais pas, dans le cas de si le patient est en HAD, donc de type conventionnel, j'imagine. Tout à fait. Enfin, on fait un peu de tout. On fait du palliatif, de l'HAD, rééducation. Et n'avez-vous pas d'ergothérapeute dans votre service? Non. D'accord. Donc là, je laisse la main au docteur Herbenova. Je pense qu'il faut qu'on peut-être reçoit la demande, c'est-à-dire que est-ce que c'est pour tous les patients de l'HAD ou est-ce que c'est une situation en particulier ponctuelle qui pose problème? Voilà, c'est ça qu'il faudrait voir. Je ne sais pas si ça concerne tous les patients, mais je sais que, en tout cas, moi, j'ai été confrontée pour certaines situations à des patients, effectivement, qui auraient eu besoin éventuellement de votre équipe, en tout cas. Le problème, c'est quand ils sont pris en charge par l'HAD, oui. En fait, c'est vos professionnels qui sont censés de faire la prestation. C'est-à-dire que là, ça se chevauche, c'est pas… il faut peut-être que vous voyez vos supérieurs, pourquoi il n'y a peut-être pas un poste d'ergothérapeute si les besoins sont là. D'accord. Oui. Après, voilà, vous pouvez nous adresser à la demande, mais je pense que ponctuellement, comme je vous ai donné un exemple, on est intervenu dans un établissement médico-social, dans un foyer, parce qu'il y avait 3 situations qui posaient problème et que, voilà, mais c'était ponctuel, c'est-à-dire qu'on ne va pas pallier à un manque de professionnels par rapport au fonctionnement de la structure. D'accord. J'ai une question encore, docteur Coribi, gériatre. Vous avez parlé des demandes qui peuvent émaner des médecins neurologues après consultation. Ma question, est-ce que les médecins gériatres peuvent vous adresser des demandes d'intervention? Oui, tous les docteurs. Au domicile. Parfois, les auxiliaires de vie peuvent, n'importe quel professionnel connaissant la personne, que ce soit du soin, du médico-social, peuvent solliciter l'équipe mobile. Donc, on peut vous solliciter, par exemple, pour des patients qui sont suivis en hôpital de jour, quand il y a des problématiques au domicile ou la situation est… ou pas. L'idéal, lorsque le patient est en hôpital de jour, il arrive qu'il y ait des ergothérapeutes dans le service d'hôpital de jour. Et c'est quand même la situation idéale parce que c'est quand même plus pratique quand la personne qui connaît le mieux le patient est aussi la personne qui va aller à son domicile, à la fois pour préparer cette visite, pour anticiper les besoins. Et nous ne pouvons pas là non plus nous substituer à un manque éventuel d'ergothérapeutes dans les établissements hospitaliers. D'accord. OK. On prend peut-être encore une dernière question. J'aurais une question par rapport à Madame de Saint-Paul du SICPAT. J'ai été sollicitée par un médecin traitant concernant un de ses patients qui a fait un AVC il y a 7 mois. Le médecin traitant est en difficulté parce que au niveau de la rééducation, la personne elle n'a pas récupéré en autonomie. De plus, elle habite chez son fils dans un logement qui n'est pas adapté. Et l'état psychologique de cette personne est aussi il a une grosse baisse de morale, on va dire ça comme ça. Et je voulais savoir, le médecin traitant a sollicité, a fait des dossiers via Trajectoire pour redemander un séjour en SSR. Pour le moment, les réponses sont plutôt négatives ou en attente. Et est-ce qu'éventuellement, l'équipe mobile, je pourrais orienter le médecin traitant vers votre équipe mobile pour une visite au domicile? Alors, parce que là, il y a un aidant, nous, on ne va pas pouvoir le prendre en charge. Non, bien sûr, oui.
c'est-à-dire qu'on peut aller au domicile, faire un état des lieux, faire des préconisations, mais on ne va pas pouvoir, nous, faire la demande, appuyer à la demande trajectoire. Non, bien sûr. Après, c'était plus dans l'idée si l'orientation trajectoire ne fonctionnait pas, de peut-être faire marcher le réseau pour qu'il ait au moins des séances de kiné, des orthophonistes, ce type de professionnel qui, pour le moment, est compliqué à trouver, même pour le médecin traitant. Bah, faites la demande, c'est-à-dire que nous, les demandes sont lues toujours, il y a un médecin, un ergothérapeute et l'assistante sociale, et on essaie toujours de proposer une solution, c'est-à-dire que on peut toujours faire une visite à domicile, on peut toujours faire un compte rendu et faire le constat pour appuyer le médecin traitant et puis si s'il y a vraiment une indication et la situation est grave, l'antenne concernée, et c'est toujours proposer soit un hôpital du jour, soit orienté vers un service nécessaire ou à l'éducation. Et puis dans l'attente d'un séjour en HDJ ou en hospitalisation, effectivement, il y a peut-être des astuces, des aides techniques, des conseils à apporter à la famille pour simplifier un peu le quotidien si le domicile n'est pas adapté. Ça marche, ok. Bah, je vais voir avec le médecin traitant. Merci beaucoup. Mais vous pouvez faire la demande vous-même, hein? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais comme je suis en lien avec le médecin traitant sur la situation, je vais lui en faire part. C'est pour ça. Merci. Écoutez, il est 2h moins 5. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci au docteur Dedayer Benova, merci Madame Gégous pour ces interventions. Merci à tous les participants pour toutes ces questions. Du coup, pour la suite, moi, de mon côté, je vous enverrai le formulaire spécifique et éventuellement la plaquette. Comme ça, vous aurez bien la cartographie du territoire d'intervention de l'équipe 77 Nord. On a également, si vous voulez, dans le chat, Madame Pelé qui nous a partagé les coordonnées du réseau Saint-Défi CEP pour ceux qui en auraient besoin. Et moi, de mon côté, avant de clôturer, je me permets de vous envoyer un petit lien toujours vers notre questionnaire de satisfaction pour nous faire un petit retour, voilà, pour savoir ce que vous en avez pensé. Donc, je vous dis au revoir. Merci. Et merci à tous et encore merci à l'équipe mobile. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.